Donc le premier exemple qui est certainement le plus impressionnant ou le plus grand, c'est une société thaïlandaise qui s'appelle B.Grimm, G-R-I-M-M. C'est une société qui a une histoire intéressante. C'est une société qui a été fondée au 19e siècle, donc qui est très ancienne, qui a commencé dans le domaine pharmaceutique et qui s'est développée au cours du XXe siècle dans différents autres domaines. Et depuis le XXIe siècle, a eu un essor extraordinaire, en particulier dans les infrastructures, dans la production d'énergie, dans le transport, dans l'immobilier. Donc, une société, enfin, c'est un groupe en réalité, qui touche à beaucoup de domaines et qui est aussi une société qui sert de partenaire à beaucoup d'autres sociétés internationales, en particulier des sociétés allemandes comme Siemens, Leica et autres. Or là, la particularité de cette société, c'est que c'est une société qui jusqu'à récemment était encore aux mains d'une famille, la famille Link. C'était le propriétaire et président directeur général de cette société qui est venu, qui a pris contact avec notre centre et nous a demandé si on était prêt à venir l'aider à mettre en œuvre une stratégie d'entreprise fondée sur les valeurs du bonheur national brut. Et ce qui est intéressant, c'est que lui-même, en tant que chef d'entreprise et entrepreneur, est quelqu'un qui a eu énormément de succès, qui a vraiment... quand il a pris les rênes de l'entreprise familiale, c'était une entreprise de taille moyenne et au cours des environ 30 ans où il a été à la tête de son entreprise, c'est passé d'une entreprise de taille moyenne à une très grande entreprise avec des milliers et des milliers d'employés et un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards de dollars par an, etc. Donc, vraiment une très grosse entreprise. Et ça c'était aussi intéressant, c'est qu'il nous a dit, voilà, sur le plan financier, du purement, disons, de l'économie, j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés, mais en fait, j'aimerais laisser un héritage, si je puis dire, hein, qui dépasse simplement l'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis toujours, cette entreprise s'est comprise elle-même comme étant au service de la société. Et depuis longtemps, leur mot d'ordre, c'était « doing business with compassion ». Donc, n'est-ce pas, faire des affaires avec compassion. Et c'est intéressant parce qu'on a tendance à penser dans le système néolibéral actuel que c'est contradictoire, que le monde économique, c'est un monde de compétition effrénée, et plus on est dur, et plus on est brutal, et plus on aura de succès, etc. Et justement, l'entreprise B.Grimm est un exemple d'une entreprise qui n'a jamais, qui a eu énormément de succès sur le plan commercial et financier, mais qui en même temps s'est toujours efforcé d'être au service de la société. Et donc, si on voit sur leur site et qu'on voit tout ce qu'ils ont fait pour la société, que ce soit au niveau en tant que mécène, pour le sport, pour la culture, pour le social, pour l'éducation, c'est énorme. Mais ça restait des activités qui étaient comme en marge de l'entreprise. Et là, leur idée, c'était de dire, il faudrait que ce soit la stratégie d'entreprise et que tout ça, ce soit inclus, que ce soit pas des activités annexes, donc typiquement comme sont en général le CSR, Corporate Social Responsibility, n'est-ce pas, les activités de responsabilité sociale sont un peu à la marge. Et l'idée, c'était que là, ça devienne que toutes les activités de l'entreprise soient alignées. Donc, il s'agissait de 3 modules de formation sur 1 an, et entre les modules, une mise en œuvre dans l'entreprise avec un groupe de coachs et de mentors que nous avions formés qui accompagnaient les gens sur le lieu de travail. Et nous avons formé pendant cette année 3 catégories de participants. On avait ce qu'on appelle les G&H Ambassadors, donc les ambassadeurs du bonheur national brut. Ce sont des communicants. Leur fonction, c'est de faire passer le message,
de créer une stratégie de communication interne et externe, de créer des événements pour faire connaître ce que c'est le bonheur national brut, etc. Donc, ce sont des communicants. On a une deuxième catégorie qui sont des GNH trainers, ce sont des formateurs au GNH, au bonheur national brut, qui, eux, créent des ateliers de formation pour leurs collègues, de manière à ce que ça puisse se répandre dans l'entreprise, vu que ce sont des entreprises avec beaucoup de salariés. Et on a un troisième groupe plus petit qu'on appelle les GNH Systemizers, donc ceux je ne sais pas comment traduire ça en français, mais l'idée c'est que leur fonction à eux, c'est d'aligner les systèmes de l'entreprise avec les stratégies et les valeurs du GNH. Donc je donnerai des exemples. Donc ça, c'était les trois catégories de participants, mais qui suivaient une formation commune sur 3 modules. Et les 3 modules étaient basés sur les 3 temps de la théorie U, c'est-à-dire un premier module qui était du sensing, de la perception, à la fois à l'interne, qu'est-ce qui vit dans l'entreprise, quels sont les besoins, quelles sont les valeurs, quelles sont les attentes, donc beaucoup d'écoute au sein de l'entreprise, mais aussi avec les partenaires externes. Et en même temps, de regarder en soi-même quelles sont mes attentes, quelles sont mes aspirations et comment est-ce que je peux aligner mes propres valeurs avec les valeurs de l'entreprise. Donc, c'était sensing. Le deuxième module était un module presencing, donc vraiment de retour sur soi-même, à la fois individuel et collectif, de reclarifier quelle est la raison d'être de l'entreprise, quelles sont ses valeurs fondamentales, quelle est la mission, quelle est la vision, et à la fois individuellement et collectivement. Et le troisième module, c'était un module de prototyping, de mise en œuvre, dans lequel on a, bien qu'on a déjà commencé par des mises en œuvre déjà tout de suite après le premier module, mais vraiment les grands changements de l'entreprise devaient se faire après le troisième module. Ce qui nous est apparu rapidement, c'est que ce qui était important, c'était que les participants fassent une expérience intérieure qui soit convaincante pour eux-mêmes. Ça, c'était vraiment le point de départ. D'où, dès le départ, beaucoup d'accent mis sur la mindfulness, l'écoute profonde, les case clinics, donc la gestion des émotions, la médiation, donc des outils concrets qui permettaient aux participants de faire l'expérience que ce qu'on leur apportait, par-delà les grandes idées sur le BNB au niveau d'une entreprise, faisait une différence au niveau de leur vie personnelle, leur expérience personnelle, à la fois sur leur lieu de travail et dans leur famille. Et donc, par exemple, une chose qu'on a fait assez rapidement, c'était on a utilisé les 9 domaines pour faire une auto-évaluation personnelle. Donc, chacun des participants a fait une auto-évaluation de où il en était par rapport aux 9 domaines, quels étaient ses points forts et ses points faibles. C'est-à-dire sur quoi il pouvait construire parce que c'était déjà des points forts, et qu'est-ce qu'il devait améliorer parce que c'était des points faibles. Par exemple, typiquement pour des cas d'utilisation du temps, presque tous, c'est un point faible. Trop de travail, pas assez de temps avec la famille, pas assez de temps pour se reposer, pas assez de temps pour les loisirs. Donc, comment repenser un emploi du temps individuel et collectif qui soit plus soutenant pour les employés. L'élément qui, dans le GNH, dans les 9 domaines, s'appelle Community Vitality, donc la vitalité de la communauté, qui était une réflexion autour des dynamiques d'équipe. Donc, qu'est-ce qui marche bien dans l'équipe, quelles sont les difficultés qu'on rencontre et comment améliorer le bien-être au sein de l'équipe, étant donné qu'on sait, aussi bien par la recherche que par l'expérience directe, que les tensions au sein des équipes sont une des sources principales de mal-être et de stress sur le lieu de travail. Donc, un travail très proche d'abord de l'individu et de ses préoccupations personnelles, de manière à ce qu'il y ait une adhésion des individus qui se rendent compte, oui, cette formation, c'est pas juste théorique, c'est pas juste des grands principes, mais ça peut changer quelque chose dans ma vie. Mais toujours cet aller-retour entre l'individuel et le collectif. Toujours cette idée, le bien-être et le bonheur ne sont pas quelque chose qu'on peut traiter de manière que individuelle, parce que c'est toujours dans un contexte social, institutionnel, etc. Et donc, on doit aussi travailler sur le collectif.
Donc ça, c'était... Et l'expérience qu'on a faite, c'est que ça, c'était très fort. Ça a donné beaucoup d'adhésion. Et par exemple, quand les cadres supérieurs venaient joindre à nous et que les participants racontaient des expériences vécues au sein de leur famille, au sein de leurs équipes, c'était des éléments qui étaient convaincants. Voilà. Ensuite, par rapport à ce que je disais, alignement des systèmes, qui est l'autre élément extrêmement important pour une entreprise, notre expérience, ça a été, le point de départ, c'était le système RH. Parce que le système RH est plus, disons, on peut y accéder plus facilement que d'arriver tout de suite au changement de stratégie au niveau opérationnel, financier, etc. Et donc, ça a été de repenser les systèmes RH à la lumière du bonheur national brut. Le type d'avantage qu'on peut montrer, c'est que au niveau du recrutement, puisqu'il y a de nos jours beaucoup de compétition pour avoir les bonnes personnes, n'est-ce pas, c'est un peu le paradoxe. D'un côté, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail, mais de l'autre côté, quand une entreprise veut recruter, elle a du mal à trouver les personnes vraiment qui ont les bons profils. Et on sait, par exemple, que la génération dite Y sont des gens qui ne cherchent pas seulement un job qui paye bien, mais aussi un job qui fait sens. Et donc, une entreprise capable de montrer qu'elle offre non seulement un salaire et des conditions de travail correctes, mais aussi un contexte de travail qui a des valeurs et qui fait sens, qui permet à ses employés de faire une contribution positive à la société, aura tendance à recruter plus facilement. Un deuxième élément où on peut montrer au niveau du système RH qu'il y a un bénéfice, c'est qu'il y a moins de turnover. Donc les gens ont tendance à rester dans une entreprise, il y a plus de fidélité de la part des employés s'ils ont l'impression que leur travail, encore une fois, a du sens et fait une contribution positive. Un troisième élément que l'on peut rapidement montrer, c'est que dans une entreprise où il y a un meilleur climat et où on tient compte du bien-être des employés, il y a moins de maladies, moins d'absence. Et un quatrième élément qui est aussi très important, et on sait que beaucoup d'entreprises ont beaucoup de mal avec ça, c'est ce qu'on appelle employee engagement, n'est-ce pas, la motivation des employés. Et on sait que l'efficacité, l'efficience et la productivité dépendent en grande partie de la motivation. Et on ne sait pas trop comment faire pour améliorer l'engagement, la motivation. Une entreprise, encore une fois, qui tient compte du bien-être des employés et dont l'action est aussi porteuse de sens au niveau de la société, aura une plus forte motivation, dont une amélioration aussi des résultats. Donc ça, c'était notre point de départ, le plus évident et le plus simple, et ça a été pas très compliqué dans la mesure où la directrice RH faisait partie de de notre groupe et était très très motivée à aligner les systèmes avec le bonheur national. Donc ça, on est à l'interne avec le système RH. Mais une deuxième étape, c'était de mesurer l'impact qu'on avait sur la communauté, dans lequel, puisque ce sont en grande partie, par exemple, des centrales énergétiques, hein, donc elles ont un impact sur les villages, sur les communautés où elles sont installées, et donc de mesurer l'impact de l'entreprise sur les communautés. Et donc de faire une analyse GNH non seulement à l'interne, mais aussi sur les stakeholders, sur les partenaires. Alors les partenaires, c'est à la fois les autres entreprises avec lesquelles on travaille, les fournisseurs, etc., les clients, mais aussi les communautés dans lesquelles on est implanté. Donc ça, c'est la deuxième étape, et là, on est juste au début de cette deuxième étape, de vraiment essayer d'améliorer l'impact de l'entreprise sur la communauté. Et le troisième impact, c'est l'impact de l'entreprise sur l'environnement. Et là, il y a des résolutions, des engagements qui ont été pris de la part de ce groupe, de minimiser son impact. Par exemple, n'est-ce pas, une des grandes activités du groupe, c'est de la production d'électricité. Donc, ils font la production la plus propre qu'ils peuvent, dans la limite donc tout n'est pas renouvelable, mais par exemple, ils n'utilisent ni nucléaire ni charbon, ils utilisent du gaz naturel en grande partie, et ils développent de plus en plus la partie solaire,
donc ils ont créé maintenant déjà 16, ce qu'on appelle solar farms, donc 16 unités de production d'électricité solaire. Et il y a aussi une analyse de l'impact écologique de l'entreprise avec un engagement à progressivement diminuer cet impact d'une part et d'autre part compenser l'impact par exemple, planter des arbres dans des régions qui menacent d'être déboisées au nord de la Thaïlande. Donc on voit c'est quelque chose d'assez global, hein, qui commence à l'interne avec les collaboratrices et collaborateurs de manière à ce qu'il y ait une adhésion parce que les gens voient que ça améliore leur bien-être au travail. Mais on n'en reste pas là. On essaye d'aller ensuite sur l'impact de l'entreprise sur la société et sur l'environnement. Et si on va sur le site de Daygrim et qu'on va sur l'onglet qui est Corporate Philosophy and Values, on voit comment ils ont, de manière tout à fait explicite, inclus les 4 piliers, les 9 domaines et les valeurs du BNP dans leur stratégie d'entreprise à tous les niveaux. Et la grande chance qu'on a eue, c'était justement du fait de ce soutien de la direction générale que le directeur général, enfin donc le propriétaire, président, directeur général, participe régulièrement à nos séminaires et donc donne l'exemple, gère par l'exemple. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a maintenant plus de 60 ans, il est en train de se retirer progressivement et il passe le flambeau à sa fille qui a 40 ans. Et sa fille, qui s'appelle Caroline Link, qui elle-même va avoir ses enfants, maintenant elle est enceinte, et donc d'ici quelques semaines elle aura ses premiers enfants. Et en tant que jeune maman, elle tout d'un coup, enfin, je sais pas si c'est tout d'un coup, mais en tout cas, ça a extrêmement renforcé sa motivation du fait qu'elle pense non seulement à elle-même, mais aussi aux générations futures. Et donc, elle est devenue vraiment notre meilleure ambassadrice du bonheur national brut en entreprise.